Alors, hier soir, en ouverture de Cannes Série, le festival dont je parlais, qui se déroule donc sur la Croisette du 4 au 11 avril, ont été montrés les 2 premiers épisodes de la 3e saison de Versailles, la création originale de Canal+, une coproduction à gros budget, imaginée par Simon Mirren et David Wolsencroft. C'est ça? Je prononce bien? Ah, bah, ouais. Mais vous, messieurs, Jean-Christophe et Grégoire, vous avez eu la chance, ou pas d'ailleurs, de la voir avant tout le monde, presque en intégralité. Elle se concentre donc sur la fin du règne de Louis XIV, la dernière partie du règne de Louis XIV. La révolte gronde dans le royaume, les dissensions se font de plus en plus fortes à la cour, et puis, bien sûr, l'affaire du masque de fer menace. On regarde tout de suite un extrait de la saison 2, parce que Canal+ ne nous a pas encore... Non, parce qu'on n'a pas, figurez-vous, les images de la saison 3. Canal+ ne nous a pas on est vraiment privilégiés, alors. Ouais, vous êtes privilégiés. On les regarde tout de suite, si elles arrivent. Si, je suis sûr qu'elles vont arriver. Ouais. You are the cream of the French aristocracy and the envy of every court in Europe. But when I look at you, I see corruption, darkness, temptation, murder. There's been poisoning. You must come with me at once. Your continued relations with a married woman are incurring a debt, and the reckoning is not yet paid. I built these walls to protect myself against threats from outside. Now I find that the greater danger lies within them. Who made the poison? The shadows walk alongside us. Society's changed. Believe me, I've had a hand in it. You're putting me through hell! I missed you. I see. Stop! You must end this affair with His Majesty at once. Rome must be made aware that they must keep their Roman noses out of our business! I say you went to war not to fight me, but to escape the hell that Versailles has become. And still the contagion spreads. It is in my walls. It is in my blood. Is it any wonder that I have not slept? Alors, messieurs, vous avez 6 minutes pour nous parler de cette 3e saison. Grégoire Le Ménager, c'est vous qui commencez, je crois. D'accord. Et bon courage, surtout. Très bien. Alors, moi, je n'avais pas vu la saison 1, je n'avais pas vu la saison 2. Je ne regrette pas particulièrement de ne pas les avoir vus, mais néanmoins, j'étais plutôt intéressé de voir à quoi ça ressemblait. Alors, il y a plein de choses qui sont très grotesques, hein, quand même. Le fait que ces gens parlent anglais, enfin, parlent américain plutôt à la cour de Versailles. Ouais, c'est une coproduction. Que Louis XIV dise fuck et tout ça. Bon, How is your business? On dirait Emmanuel Macron. Ça crée un effet un peu perturbant au départ. Le fait qu'ils aient des têtes de hard rocker et pas de hard rocker sur papier glacé. Ça, c'est le précédent des Tudors. Et qui n'est pas de perruque. Moi, j'étais habitué à des gens en perruque à la cour de Louis XIV. Ça m'a un peu perturbé. Le fait que ni Molière ni Lully ne soient là, moi, ça m'a manqué un peu. Je trouve ça dommage que la série n'exploite pas la présence de ces grands artistes pour en faire quelque chose. Et néanmoins, je trouve qu'il y a une volonté de dépoussiérer, de ne pas faire de la série historique, en fait. De ne pas faire de la pédagogie historique lourdingue sur ce qui se passe à l'époque, qui nous plonge en immersion dans cette cour extrêmement bizarre, extrêmement sombre aussi. Enfin, tout ça est très glauque. Il y a beaucoup de plans nocturnes, d'ailleurs. C'est vraiment la face sombre du roi Soleil. Et du coup, on comprend rien. Enfin, il y a 1000 intrigues à la fois. Vous n'avez pas vu les 2 premières saisons aussi, ça peut jouer. Hein, alors, sans doute parce que j'ai pas vu les 2 premières saisons, mais pas seulement. Et là, pour le coup, je pense que cette série exploite bien ce qui me semble être le privilège numéro 1 des séries par rapport au cinéma ou à pas mal de formes de littérature, qui est de pouvoir installer un esprit de fresque avec 1000 intrigues en même temps, et de nous faire complètement perdre pied pendant 1, 2, 3, 4 épisodes. Et petit à petit, les fils apparaissent et on finit par se repérer. Et pour moi, c'est ça qui rend les séries intéressantes quand elles le sont. Ce
qui n'est pas toujours le cas, mais c'est plutôt bien exploité. Donc voilà. Moi, je veux bien qu'on dépoussière, qu'on ne fasse pas de la pédagogie trop lourde, mais je pense qu'il y a quand même des frontières qu'il est très indélicat de franchir. On connaît la formule d'Alexandre Dumas, j'ai fait des enfants à l'histoire, mais on a le droit de violer l'histoire à condition de les faire des beaux enfants. Là, c'est vraiment des bâtards. Alors, je sais bien que Louis XIV légitimait ces bâtards, mais c'est quand même... Moi, je veux bien qu'on bouscule la chronologie, la psychologie des personnages, mais déjà une série qui se passe à Versailles dans les années 60, 70, 80, alors que Louis XIV s'installe à Versailles avec la cour en 1682, donc bien après l'affaire des poisons, il y a un petit problème. Il a moins de 30 ans, Louis XIV, alors que là, on parle d'une histoire qui se passe dans les années 1680. Marie-Thérèse, sa femme, n'a jamais trompé son mari. On la voit passer son temps à coucher avec les uns avec les autres. Il y a quand même des choses qui sont anormales. Je pense qu'on peut faire... C'est le d'Historiquement Chaud qui parle ou... Non, moi je veux bien que le prétexte c'est de dire oui, mais comme ça va vous donner envie de vous intéresser à la vraie histoire de Louis XIV. Enfin, il faut quand même pas exagérer. Moi je trouve qu'il y a vraiment des frontières qu'on ne peut pas se permettre de franchir. Et alors là, le pompon, c'est quand même le masque de fer. Parce que je ne sais pas, j'ai pas vu les 10 épisodes, mais je sens bien que ça va être le nœud de ces 10 épisodes sur une histoire qui a été exploité, fantasmé par Voltaire dans le siècle de Louis XIV ou par Alexandre Dumas dans le Vicomte de Bragelonne, dont on sait aujourd'hui que le bras de fer, c'était un pauvre valet dont le maître Saint-Marc l'avait affublé d'un masque de fer pour donner l'impression qu'il gardait quelqu'un d'important, alors que ce n'était pas quelqu'un d'important, qui n'était évidemment pas le jumeau de Louis XIV, évidemment pas d'Artagnan, évidemment pas le duc de Beaufort. Donc je sens que ça va être le pompon de cette troisième épisode et que les gens vont encore fantasmer sur un truc totalement faux. Donc moi, c'est ça qui me gêne. Après, les codes des séries sont bien respectés, il y a un côté polar, mystérieux, c'est plutôt bien filmé, à part les scènes en numérique qui sont dégueulasses. Les plans de Paris, c'est monstrueux, donc code série très bien, mais quand on s'attache à l'histoire, il faut quand même respecter un minimum la chronologie et l'histoire vraie. Là, c'est pas possible. Un minimum, à la limite, moi, sur la question, on a des questions de principe là. Je trouve que c'est important les principes. Oui, c'est important les principes, mais justement, je trouve que votre principe, il n'est pas forcément le bon, parce que une série qui respecte un minimum, c'est une série qui va se permettre des petits arrangements et qui va prétendre que ceci est la vérité historique, d'accord ? Là, la série, elle fait pas ça du tout. Elle s'en écarte complètement, elle s'en fout complètement. Faut pas appeler Versailles, alors faut pas s'appeler Versailles. Non, elle prend un décor, et en fait, elle prend quoi ? Elle prend la cour du roi Soleil, non pas comme un objet d'histoire, mais comme une espèce de mythologie. Donc, de toute façon, tout ça a été tellement documenté par les historiens. Enfin, si on veut connaître la réalité historique de ce qui s'est passé à Versailles, ça va. Il y a suffisamment de films, il y a suffisamment de livres. Si vous aimez lire les livres, mais admettons que vous n'aimez pas lire les livres, vous êtes content d'avoir des films ou des séries qui vous immergent dans une sorte de réalité pour vous intéresser. Oui, ce sera autre chose. Pourquoi ça serait réservé aux lecteurs, la vraie histoire, et l'histoire mythifiée serait réservée aux gens qui n'ont pas le temps ou pas envie de lire et qui préfèrent les images. Mais c'est pas de l'histoire mythifiée, c'est-à-dire que là, ce qui nous intéresse, c'est de prendre une mythologie et de la tordre et d'en donner une autre représentation pour représenter des intrigues de cour. À ce moment-là, faisons comme Dan Frank, changeons les noms, mais n'appelons pas les gens Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche. Mais en même temps, Philippe d'Orléans, parce que c'est faux, quoi. Oui et non, tout le théâtre de Jean Anouilh, de Giraudoux, de tous ces gens utilisaient des noms de personnages historico-mythologiques pour en donner différentes représentations. Enfin, vous le savez très bien. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'essaye de faire la série. Alors avec une esthétique hyper mondialisée, qui a ses côtés très beaux par moments, et puis à d'autres moments assez insupportables parce que très codifiés et que tout ça ressemble à un grand vidéoclip, quoi. Mais encore une fois, cet esprit de fresque combiné avec... Ouais, mais on sent bien que la démarche, c'est on veut montrer toutes les femmes dans ce film sont des manipulatrices, des perverses, des cancanières. Le personnage même de la Marie-Thérèse d'Autriche, donc la femme de Louis XIV, aussi bien que la Montespan. On sait très bien que s'il se débarrasse de la Montespan au profit de la maintenance, ce qu'on voit dans la troisième saison, c'est que la Montespan n'avait plus la beauté qu'elle avait 10 ans avant. Là, c'est une espèce de créature de rêve. Marie-Thérèse aussi, une créature de rêve, alors qu'on sait qu'elle dévorait du chocolat toute la journée et qu'elle était quand même un petit peu empâtée. Donc, moi, ces codes-là, ça me fatigue, parce qu'on ne comprend pas la psychologie justement de Louis XIV, sa façon de travailler, si on prend des personnages qui sont totalement faux, qui sont totalement éloignés de la réalité. Mais justement, sur la psychologie, il y a quelque chose de complexe, de pas clair chez ces personnages. Et comme on est au plus près d'eux et qu'on n'a pas de recul, qu'on est complètement myope, qu'on est comme eux immergés dans cette cour avec mille intrigues, il
il y a quelque chose oui, enfin, je comprends que ça puisse plaire à des gens et je comprends les compliments de certains camarades sur cette série. Donc par ailleurs, moi je suis pas dingue. Enfin, c'est pas tout à fait ce que critique mitigée. Voilà. ce que je préfère. Je voyais, pardon Grégoire de vous couper parce que votre temps est terminé, mais je vous voyais trépigner. Enfin, en tout cas, non, peut-être pas trépigner, mais non, mais vous aviez. Mais non, mais qu'est-ce que ça vous fait, inspire ce débat? Mais parce que c'est intéressant. Moi, j'ai pas vu cette saison-là de Versailles, mais je pense qu'on peut jouer avec l'histoire. Il faut simplement être vrai sur le cadre général. Il ne faut pas commettre de contresens, mais les faux sens, on a le droit, comme on disait à l'école, parce que en plus, je trouve que c'est bien qu'en France, on fasse des séries internationales, des coproductions internationales, pardon, et avec une ambition. Voilà. Et Versailles, ça a une ambition. Moi, j'ai pas été, je l'ai vu les autres saisons, j'ai pas été gêné. Au début, évidemment, l'anglais, ça fait bizarre. Mais après tout, c'est là. Est-ce que vous considérez que, par exemple, Louis XIV couchant avec Henriette d'Angleterre ou Marie-Thérèse couchant avec un prince de Habsbourg, vraisemblablement son cousin, sont des faux sens ou des contresens? Des faux sens. Ça s'appelle Versailles, il faut qu'on comprenne. Et je pense que la série montre ça. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est Versailles, qu'est-ce que c'est que cet univers, qu'est-ce que c'est que la vie de cour à cette époque. Voilà. Après, c'est une fiction, quoi, quand même. Vous, quand vous avez travaillé sur des personnages historiques comme Jean Moulin ou Pierre Bérégovoy, vous vous êtes attaché vraiment à respecter les faits ou alors vous êtes autorisé quelques... D'abord, il y a une chose, c'est qu'on parle quand même là d'affaires contemporaines. L'histoire immédiate. Moi, je tiens absolument à ce que tout soit vrai. Carlos, tout est vrai. Bérégovoy aussi. Voilà. En revanche, pour le moment, j'avais fait une série animée c'est tiré de mes livres, qui s'appelle Les Aventuriers de l'Art Moderne, et qui racontait l'histoire des artistes entre 1905, l'arrivée de Picasso à Paris, et Sartre pendant la guerre. Donc, et là, c'est vrai qu'on joue un peu sur les dates parce qu'il y a des règles de fiction qu'on est obligé de tenir. Et je fais la même chose sur une époque antérieure, c'est-à-dire 1830, 1870. Et là, franchement, quand vous voulez faire une fiction, animée ou pas, vous êtes obligé de jouer avec la réalité. Simplement, il ne faut pas aller trop loin, mais c'est une fiction. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a le droit de tricher avec l'histoire ancienne et pas avec l'histoire contemporaine. C'est pas de la triche. C'est pas de la triche, parce que l'histoire contemporaine, on a besoin d'être. D'abord, ça fait partie de notre culture générale. Mais récente. Quand Oliver Stone fait des films sur l'attentat du 11 septembre, il tord un peu l'histoire. On n'est pas choqué. Si, on est choqué. Mais vous ne devriez pas l'être. Rien vous choque, vous. Là. Non, vous devriez. Mais précisément, cette histoire-là, elle est déjà hyper couverte par les historiens. Donc, au bout, encore une fois, les historiens, les lecteurs de livres d'histoire, mais le grand public, on n'a pas lu forcément la biographie de Jean-Christophe Petit-Fils ou de François Bluch. Elle est hyper documentée par les historiens. Donc, ça devient un mythe, quoi. Merci. Si vous voulez vous faire votre propre avis sur Versailles, c'est donc sur Canal+, cette saison 3. Elle sera diffusée à partir du 23 avril. Merci Jean-Christophe. Merci beaucoup.